Et si j'enfantais librement à la maison ? Aujourd'hui, je te partage l'histoire de la naissance de mon 3e enfant vécu à la maison dans le cadre d'un NANA, c'est-à-dire un accouchement non assisté. Donc avant toute chose, un petit disclaimer, cet épisode, il n'est pas là pour t'inciter à faire un NANA. Je considère que nous sommes toutes des femmes intelligentes, conscientes et capables de faire nos propres choix. D'accord ? Les meilleurs choix pour nous-mêmes et pour nos enfants, en tant que femme souveraine, en tant que mère souveraine. Alors je sais que ce sujet est controversé et que beaucoup sont contre, d'accord ? Parce qu'il y a des risques, comme tout j'ai envie de dire. Certaines me jugeront peut-être d'irresponsable. Si tu fais partie de cette catégorie, je t'invite tout simplement à ne pas écouter cet épisode. Je le dis clairement, je n'entrerai dans aucun débat ni justification. Cet épisode, par contre, il est pour toi si tu es curieuse, si tu veux comprendre pourquoi, tout simplement, j'ai fait ce choix. Et si tu as envie aussi d'écouter le récit de cette 3e naissance qui fut pour moi une merveille. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je suis super heureuse de vous retrouver dans le podcast parce que j'ai fait une pause cet été et je vous avoue que ça m'avait manqué. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la 3e naissance que j'ai vécue à la maison et qui était un NANA, c'est-à-dire un accouchement non assisté où il n'y avait ni médecin, ni sage-femme, seulement mon mari et moi et mon bébé bien sûr. Donc déjà, pour remettre un peu de contexte, moi c'est mon 3e enfant. Le premier enfant, j'étais en Russie et j'avais déjà envie de faire une naissance à la maison. Mais par contre, il n'y avait pas de sage-femme qui pouvait m'accompagner. Et à cette époque-là, je ne pensais même pas que c'était possible d'enfanter seule. D'accord ? Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Et comme il n'y avait aucune sage-femme qui faisait des AAD, donc des accouchements à domicile, je suis allée à la maternité et j'ai vécu une naissance sans péridurale, mais très douloureuse. D'ailleurs, tu peux retrouver cet épisode-là qui s'appelle « Et si j'accouchais en Russie sans péri ?» C'est un des premiers épisodes, je vais essayer de le mettre en lien sous cet épisode. Puis, on est retourné en France et j'avais encore envie d'accoucher à domicile. J'avais trouvé une sage-femme cette fois-ci, donc c'était 5 ans plus tard. Ma grande avait 5 ans. Mais j'étais en soi-disant dépassement de terme. Donc, ma sage-femme était d'accord pour m'accompagner à la maison pour une naissance jusqu'à 41 plus 4. Mais à 41 plus 5, elle m'envoyait à l'hôpital. Et donc, oui, j'ai enfanté à 41 plus 5, donc à l'hôpital, pas à la maison. Alors, c'était une très très belle naissance, c'était une naissance orgasmique. D'ailleurs, j'ai aussi enregistré un épisode de podcast que tu pourras retrouver juste en dessous si ce récit t'intéresse. Et me voilà, 6 ans plus tard, après cette 2e naissance extatique, où me voilà enceinte, rebelote, et avec cette question d'enfanter à la maison. C'était déjà mon souhait pour le premier et pour le 2e, donc naturellement, c'était logique pour moi que de tenter encore une fois l'enfantement à domicile. La différence entre ma première et ma 2e expérience, c'est que déjà, j'avais plus d'expérience. Voilà, j'avais déjà vécu 2 enfantements sans péri, donc je savais comment ça se passait quand même, plus ou moins, même si bien entendu, toutes les naissances sont différentes, toutes les grossesses sont différentes, et on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer. Donc ça, j'en étais très consciente. Et aussi, entre-temps, entre mon 2e et mon 3e, il y a eu 6 ans, et je suis devenue doula, j'ai commencé à me passionner aussi pour la naissance, j'ai aussi été présente à des naissances, j'étais entre guillemets en terrain un peu plus connu, d'accord ?
puisque voilà, je l'avais déjà vécu, je l'ai vécu en tant que doula. C'est un sujet que je maîtrise. Et donc, tout simplement, la question de sage-femme s'est posée. Et en fait, nous, on a une super sage-femme qui fait des enfantements à domicile à moins de 5 km de chez nous. Donc, au début, je me suis dit, oui, on va sûrement l'appeler. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'elle. J'ai absolument pas besoin d'elle. J'ai l'impression que même si elle est très gentille et très sympa, en fait, je voyais pas l'intérêt qu'elle soit là. Tout simplement. Donc, j'ai commencé à me demander si j'avais pas envie de faire un ANA, c'est-à-dire une naissance libre, un accouchement non assisté. Alors, il faut savoir que j'avais une grossesse parfaite, vraiment tout allait bien. Mes 2 accouchements, j'avais eu aucune complication. Et je n'avais pas peur en fait. Pour moi, c'était tellement naturel comme acte, tellement simple que très vite, je me suis dit, oui, je vais enfanter avec mon mari. Alors, il faut savoir que quand même, nous, on a l'hôpital qui est vraiment pas loin. En 5 minutes en voiture, on est à l'hôpital. Et puis, j'ai une conscience de ce qui se passe dans mon corps qui est très accrue, quand même. Donc, je dis pas, si j'avais été, je sais pas, à 2 heures de l'hôpital, j'aurais peut-être pas pris ce risque-là. Si j'étais, entre guillemets, déconnectée de mon corps, je pense que j'aurais même pas envisagé un ANA. Donc, ce que je me suis dit, en fait, c'est que j'allais suivre mon chemin de naissance libre. Et si je vois que c'est trop long, si je vois que j'en ai marre, si je vois que j'ai peur, si je vois que je stresse, eh bien, j'allais aller à l'hôpital. Voilà, sans prise de tête, en fait, vraiment. Et voilà, donc ça s'est fait vraiment naturellement. Quand j'en ai parlé à mon conjoint, il m'a fait part au début de ses interrogations. Est-ce que j'étais sûre ? Est-ce que c'était vraiment le plus aligné ? Et je lui dis que oui, pour moi, c'était tellement naturel. Et voilà, il m'a vraiment suivie. Et c'est ça vraiment que j'adore chez lui. C'est qu'il fait vraiment confiance à mon instinct, à mon intuition féminine. Depuis toujours et pour toutes les décisions autour de la naissance ou autour des enfants, il m'a toujours fait confiance. Il m'a suivi, quoi. Donc ça, j'apprécie énormément. Par contre, je n'ai pas eu une grossesse non suivie, d'accord ? Parce qu'en fait, j'ai un résus qui est négatif et mes enfants ont un résus positif. Donc pour moi, c'était important que de faire la prise de sang tous les mois pour voir si tout allait bien, tout simplement. Donc pour moi, c'était OK. Vraiment, c'était pas du tout intrusif pour moi que d'aller faire pipi dans un gobelet et que d'aller faire une prise de sang. Donc ça, j'ai fait. J'ai été suivie par une sage-femme qui est trop bien, trop adorable. Elle m'a massée. J'ai jamais eu de vérification du col. Toujours très, très douce, très bienveillante. On se connaissait déjà avec cette sage-femme. Je lui ai fait part de mon projet. Et elle me faisait confiance, tout simplement. Elle faisait confiance à mon ressenti. Donc, elle ne fait pas les enfantements à domicile, mais par contre, elle m'a proposé de pouvoir venir après l'enfantement pour me donner le certificat de naissance, ce qui permet de faciliter les démarches. Donc, officiellement, j'enfantais à la maternité. En fait, j'ai fait le rendez-vous chez l'anesthésiste. J'ai fait le dernier rendez-vous de la sage-femme du 9e mois, tout simplement parce que j'avais pas envie qu'on m'embête. J'avais envie de me protéger d'une certaine manière. Je sais qu'il y a certaines femmes qui vont militer pour ce droit à l'ANA et voilà, le crier haut et fort, moi je vais faire un enfantement non assisté parce que c'est mon droit, etc., etc. Moi, j'avais pas du tout envie de me justifier. J'avais pas envie de me prendre la tête. Du tout. Vraiment, quand je suis enceinte, moi, c'est
peace and love, j'avais pas envie qu'on me fasse des remarques. Donc, mon idée, c'était de faire mon suivi plus ou moins normal. J'ai pas fait la dernière écho, par exemple. Voilà. Pour mon deuxième, pareil, j'avais pas fait ni la deuxième ni la troisième écho. J'avais fait la première parce que je voulais voir s'il y avait bien 2 bras, 2 jambes. Mais voilà, je ressentais pas le besoin de faire une troisième écho. Et donc, je suis arrivée pour ce rendez-vous chez la sage-femme de l'hôpital. Et elle a vu que j'avais pas fait la troisième écho et elle m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas fait la troisième écho? C'est important pour l'estimation du bébé, etc., du poids du bébé. » Et moi, je lui dis « Mais en fait, je fais confiance que je suis en train de créer un bébé que je peux sortir, en fait. Donc, les estimations, pour moi, ça me... Voilà, je m'en fiche. » Et là, elle m'a dit « Ah, mais la confiance, enfin, genre, on peut pas se fier à notre confiance, quoi. » Et rien que cette remarque, ça m'a saoulée. Et je me suis dit, heureusement que j'ai fait mon suivi de sage-femme avec ma super sage-femme parce que les remarques comme ça, voilà. Donc, j'ai laissé passer. Et je suis allée quand même voir l'anesthésiste parce qu'en fait, le but, c'était vraiment d'avoir un dossier assez lissé, assez commun. Et ensuite, de dire, ah, mince, le bébé est arrivé trop vite. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu la jouer comme ça? Tout simplement parce que pas très loin de chez moi, en Bretagne, il y a une maman, une famille qui s'est fait enlever ses 2 enfants par les services sociaux 1 semaine après la naissance de leur deuxième fille parce qu'ils avaient fait un ANA. Parce qu'ils ont décidé de donner naissance à la maison sans assistance et tout s'est très bien passé. Ils ont été dénoncés et 1 semaine après la naissance, il y a 8 policiers qui sont arrivés, qui ont pris les 2 filles, dont le bébé d'1 semaine. Et je crois qu'elle les a pas vus pendant 2 semaines. Enfin, en tout cas, ils ont été pris pendant 2 semaines. Elle pouvait les voir 1 fois par jour ou pouvoir donner le lait ou quelque chose comme ça. Mais je trouve ça, c'est tellement horrible. Et donc, comme j'avais un peu peur de ça, je me suis dit, je fais un dossier bien, et puis après, je fais « Oh mince !» Voilà, c'est un peu bête peut-être, mais moi, c'était ce qui me semblait le plus logique sur le moment, pour pas qu'on me prenne la tête et pour me protéger en cas de dénonciation, en cas de choses comme ça, quoi. Et donc, je suis allée voir l'anesthésiste, et la dernière fois que j'avais vu un anesthésiste, c'était pour mon deuxième enfant. Et je me souviens qu'il avait été tellement condescendant. Genre, c'est moi qui vais te sauver. Quoi, vous voulez enfanter sans péridurale? Attendez voir les premières contractions. Enfin voilà, j'avais pas du tout aimé le rendez-vous avec l'anesthésiste pour mon deuxième. Donc là, j'arrive. Donc je suis un peu, sur mes gardes. En tout cas, je sens qu'il faut que je sois bien alignée pour pas me laisser déstabilisée par un comportement condescendant, etc. Et en fait, grande surprise, l'anesthésiste, trop sympa. Vraiment trop sympa. Déjà, il voit que je suis prof de yoga, il me fait « Oh, vous êtes prof de yoga ?» Et vous savez, depuis que j'ai commencé le yoga, mais ma vie a changé. Tous les matins, vraiment, c'est tellement bon. J'étais trop contente, quoi, de rencontrer cet homme qui était... Et après, il me dit, vous savez, moi, ma femme, elle a jamais pris la péridurale. Hein. Et ensuite, il voit que j'ai un nom russe. Et il me dit, vous connaissez la chamane russe, papapam. Enfin, bref, j'ai eu vraiment un bon feeling avec lui. Je me suis dit, mais waouh, la lumière est partout. La lumière est partout. Et donc, on s'est quittés en se disant j'espère ne pas vous revoir, madame. Je fais oui, moi aussi, j'espère. Voilà. En tout cas, c'était nickel. Et donc, pour ce 3e enfantement, ce que j'avais un peu peur aussi, alors je mets des guillemets ici, c'est d'être en dépassement de terme. Parce que je savais que pour mon deuxième, j'étais en dépassement de terme. Je mets encore des guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de dépassement. Enfin, généralement, c'est cette date de présumée naissance, elle est présumée, d'accord? Et souvent, il y a beaucoup de stress qui est autour de cette date, alors que on devrait faire confiance au timing des enfants aussi, quoi. Du coup, je veux quand même mettre toutes les chances de mon côté pour pas être embêtée par les appels de la maternité. J'avais pas envie non plus de faire le rendez-vous de la date présumée de naissance. Vous savez,
Normalement, si on n'a pas enfanté avant la date, eh bien le jour J, on est obligé d'y aller. Et moi, ce jour J, là, c'était le vendredi. Donc, une semaine avant, je commence mes petits préparatifs. Donc, je fais un super massage énergétique, justement, pour vraiment ouvrir toutes les voies. Ma doula aussi me masse. Je vais aussi voir mon esthéticienne qui est aussi réflexologue et donc qui me fait un massage de pied spécial accouchement. Et le mardi, je vais également voir la sage-femme acupuncture pour qu'elle puisse justement donner ce message à mon corps que c'est bon là, on peut y aller. Voilà, donc tous les jours, jeudi, vendredi, lundi, mardi, j'avais une petite procédure. Ah oui, et en plus de ça, ça faisait 3 jours donc, que je faisais ce qu'on appelle de la vapeur intime. Donc il ne faut absolument pas faire pendant la grossesse parce que justement, il peut avoir un risque de déclenchement. Mais par contre, en fin de grossesse, quand on est prête à accueillir notre enfant, on peut faire la vapeur intime, mais vraiment de manière très très douce. Il ne faut pas du tout que ça soit brûlant. C'est très très doux. Donc c'est vraiment de la vapeur qui vient au niveau de notre yoni, au niveau de notre sexe, et qui réchauffe en fait notre matrice. Donc j'ai fait ça en fait 3 jours avant. Le mercredi, jour off, je vais voir le film de Bob Marley, One Love, qui sortait. Si tu me connais, tu sais que moi j'adore le reggae. Donc je suis partie avec mon gros bidon à Quimper, au cinéma, pour me faire un petit kiff. Et le jeudi arrive. Et je me lève le matin et je sens que effectivement j'ai des petites sensations au niveau de mon col. Et là, mon mari allait amener les enfants à l'école et il me dit « Ah bah je vais me promener après. » Je fais « Attends, je viens avec toi. » Je sentais que j'avais envie de bouger, quoi. Donc je viens avec lui et là, on commence à se promener sur le petit chemin de forêt, là, trop bien, la lumière. Je me rappelle être tellement en gratitude et je sentais les vagues, je sentais mon col déjà qui s'activait. Et je fais « Ouh !» C'est peut-être pour bientôt, parce que j'avais pas encore eu des sensations comme ça au niveau de mon col. Donc je fais cool. Et donc on rentre. Là je voyais mon thym et mon rosier qui attendaient d'être plantés depuis des semaines. Donc là je me dis allez hop c'est parti. Donc je prends ma pelle et hop je me mets à creuser pour planter mon rosier et mon thym. Et je sentais que voilà, j'avais envie de bouger. Et ma belle-mère devait arriver le lendemain. Et je savais que j'avais quand même des choses à faire dans la maison. Donc j'ai commencé à cleaner. Je savais qu'il fallait que je nettoie les toilettes et tout. Donc j'étais vraiment à fond dans ce qu'on appelle le processus de nidification. Et je sentais les vagues qui étaient là, tranquilles, elles arrivent. Alors, je les accompagnais avec des petits mouvements. Mais voilà, c'était vraiment tranquille. Et vers midi, je me dis, tiens, là, je ferais bien une sieste quand même. Parce que je me suis activée toute la matinée. Si ça s'intensifie, il faut que je prenne un peu des forces. Donc, je me dis, tiens, je vais me coucher. Et je me dis, bon, ok, si la 3e contraction, je me réveille, ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. Et donc, je me couche et puis je dors, je crois, à peu près 1 heure. Et effectivement, j'ai eu une 3e contraction qui m'a dit, bon, allez, lève-toi. Et donc là, j'ai commencé à mettre ma bâche sur mon lit. Je me suis dit, comme ça sera fait. Donc, j'ai mis une bâche sur mon lit, plus un drap par-dessus. Et je suis retournée dans le salon. Et là, ça commençait déjà à être un peu plus intense. Je sentais que j'avais besoin de faire de plus grands mouvements. Mais ce n'était pas douloureux. Et j'insiste sur ce fait parce que c'est tellement la norme que de croire que c'est douloureux. Mais moi, c'était pas douloureux. D'accord ? Il y a une intensité au niveau du col, il y a un étirement. Un peu comme, tu sais, quand on fait une posture de yoga, bah ouais, c'est pas forcément confortable, mais en faisant les petits mouvements, bah si ça l'est, vous voyez ? Et donc voilà, je continue mon truc,
Et le matin, avant de partir, j'avais mis une playlist qui s'appelle Dragon Moon. D'ailleurs, je vous la mettrai aussi en lien si vous voulez. Et cette playlist-là, elle fait 4 heures et je l'ai mis en boucle toute la journée. Donc en fait, je l'ai mis le matin, je suis partie en balade, j'ai laissé la musique tourner, je suis revenue. Voilà, c'était la musique, elle était là tout le temps, elle m'a accompagnée, j'ai adoré cette musique. Et j'avais du linge qui était en train de sécher sur mon tankerville, sur mon séchoir. Mais il faut savoir qu'en Bretagne, quand il pleut l'hiver, parce qu'on était au mois de février, on était le 15 février, bah c'est un peu compliqué si on n'a pas de sèche-linge. Et du coup, j'avais un chauffage, un petit chauffage en fonte là. Et mon activité en fait entre chaque vague, c'était de faire un roulement avec mes vêtements. Donc j'avais ma vague qui arrivait, je faisais ma petite danse et hop, dès que la vague s'arrêtait, je ressentais plus rien en fait, c'était bon. Et donc hop, je mettais mon linge et puis j'alternais en fait pour que tout mon linge soit sec. Et je me dis tiens, là je vais peut-être faire ma petite boisson de graines de lin. Donc en fait c'est une cuillère à soupe de graines de lin qu'on va faire bouillir dans de l'eau pendant 20 minutes et on va boire, ça va faire comme un liquide visqueux. Et c'est en fait un remède pour lubrifier le canal de naissance. Donc je me dis tiens, je vais faire ça. Et là ça commence quand même à être un petit peu plus intense et j'avais un groupe WhatsApp avec mes amis qui étaient là pour mon Mama Blessing et elles avaient toute une bougie à allumer quand le travail a commencé. Et donc vers 2h de l'après-midi, je leur envoie un message et je leur dis bon les filles, voilà, j'ai des vagues, j'ai des contractions, mais je suis pas sûre à 100% que c'est vraiment commencé. Donc bon, je vais quand même allumer ma bougie et je vous tiens au courant. Et voilà, je sens que ça s'intensifie et je me dis bon, je vais préparer ma boisson de naissance. Qui est une boisson au cacao. Donc j'avais du cacao de grade cérémoniel que je coupais avec mon couteau. Voilà, pour faire vraiment des tout petits morceaux. Et ensuite que je dilue dans l'eau. J'avais fait une infusion de rose, j'avais mis du poivre, un peu de piment, etc. Enfin voilà, quelque chose de très yummy et en même temps avec beaucoup de nutriments. Et là, bon, je dois t'avouer que ça m'a pris du temps à couper tout mon chocolat parce que dès qu'il y avait une vague, eh bien, j'arrêtais, je posais mon couteau et je dansais. Là, j'étais déjà obligée de faire de grands mouvements avec mon bassin. En fait, on peut voir un peu l'ouverture de mon col par rapport au mouvement que je fais. Petit mouvement, petite ouverture, grand mouvement, grande ouverture. Et là, je commençais déjà à faire de grands mouvements. Et les vagues étaient de plus en plus rapprochées. Donc, c'est pour ça que, en gros, j'ai mis 2 fois plus de temps à couper mon cacao. Parce que, je m'arrêtais toutes les 2-3 minutes, quoi. Et pendant que je coupais mon cacao, en fait, je le coupais et dès que j'avais une vague, alors soit je restais sur place, soit j'allais dans mon salon, sur mon tapis, pour danser. Vraiment pour vraiment plonger dans ma vague encore plus, quoi, sans être gênée par la cuisine, entre guillemets. Et ensuite, je revenais dans la cuisine, je continuais mon petit cacao. Et là, je me dis, faudrait peut-être que je mette quelque chose sur mon tapis. Donc, je mets ma bâche et je mets un drap sur le tapis. Ça n'a pas loupé. 5 minutes plus tard, j'entendais pouf et la poche des os se libérait. D'accord ? Donc, j'ai vraiment eu une bonne intuition là de mettre ma bâche sur mon tapis. Et ça, c'était une demi-heure après que j'avais envoyé le message à mes copines. Donc, il était 2h30 de l'après-midi quand j'ai perdu la poche des os. Et donc, je continue vraiment mon truc. Là, c'est bon, mon cacao était prêt. Donc, je restais sur le salon, je restais dans le salon. Entre les vagues, j'étais sur mon ballon. Mais dès qu'il y avait les vagues, là, j'étais obligée vraiment soit de me mettre debout, soit à 4 pattes. D'ailleurs, une fois que la poche des os a été libérée, je sentais que j'avais plus besoin de 4 pattes. C'était vraiment plus l'intensité finalement qui me permettait de
de mettre à quatre pattes. Et j'étais vraiment aussi dans la libération du son. C'est vraiment ce qui m'aidait en fait de bouger et d'en même temps à accompagner le son. Tout simplement. Mais c'était pas douloureux. C'était intense mais pas douloureux. Alors je sais que ça peut être compliqué, difficile à comprendre ou même à croire, mais c'était ça. Ça faisait vraiment des sensations au niveau du col comme lors d'un orgasme du col. Donc je sais que peu de femmes l'expérimentent, donc ça va peut-être pas forcément vous aider pour comprendre ce qui se passait, mais en tout cas c'était ça quoi. Un autre petit détail aussi, c'est que j'avais prévu de l'homéopathie, et l'homéopathie c'est bien de la prendre toutes les demi-heures quand les contractions ont commencé. Donc j'avais un petit réveil, et donc pour moi dès qu'il était écart au 45, je prenais mon homéopathie. Et par contre, il y avait une dose homéopathique à prendre lorsqu'on était ouverte à 7. Mais moi, je savais pas en fait quand j'étais ouverte à 7 ou pas. Donc voilà, gardez cette info, ça sera pour après. Mon mari, lui, il était là, il était avec moi. On discutait en fait un petit peu entre les vagues. On rigolait, des fois on dansait. J'avais pas du tout besoin qu'il fasse quoi que ce soit. Vraiment pas du tout. J'avais pas besoin qu'il me masse. Juste sa présence, c'était suffisant. À un moment donné, eh bien là, l'atmosphère change et je sens que ça pousse. Et je lui dis, ça y est, ça pousse. Elle arrive. Et là, il me fait, attends, je vais me laver les mains. Donc, il part dans la cuisine, se laver les mains. Il revient. Et là, il y a une pause du coup entre les vagues. Vas-y, donne-moi l'homéopathie orange là, parce que là je suis largement à 7. Donc il me donne l'homéopathie orange pour que je puisse la prendre. Et alors que j'avais pas eu besoin de lui du tout pendant l'ouverture, là pendant la phase de la poussée, j'avais besoin de lui. Donc j'étais à quatre pattes, un genou à terre, un pied à terre, en squat plutôt, et j'avais besoin qu'il soit devant moi, et quand la poussée arrivait, c'est une poussée instinctive, hein, c'est au plus profond de mes entrailles, je sens que ça pousse quoi. Et là j'avais besoin de lui tenir la main, pendant que j'exprimais aussi là de manière plus... un peu comme une vache qui meugle, c'est un peu ressemblant à ça. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était sur le moment, c'était ce que j'avais besoin de faire, en fait, tout simplement. Donc, je me suis pas posé de questions. Hein. Et là, la tête sort et je sens que j'ai besoin de changer mon genou, en fait, c'est-à-dire de me mettre sur l'autre genou. Donc, mon mari me voit bouger, il me fait « écrase-la pas !» Je dis « oui, merci !» Merci du conseil, c'est pas mal. Non, j'en rigole, mais voilà, parce qu'il savait pas si j'allais, si j'avais vu peut-être la tête sortir ou je sais pas. Et donc je sens la tête et je me dis, là il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, c'est vérifie s'il n'y a pas un cordon autour du cou. Du coup, je sens la tête et j'essaye d'aller vraiment au niveau du cou et je sens comme une boursouflure. Et je me suis dit, ok, il y a peut-être un cordon. Donc là, vraiment, avec l'adrénaline, ça me donne beaucoup de clarté. Et je suis là, bon, s'il y a un cordon, il n'y a pas de problème, on l'enlève. En fait, c'est quelque chose d'assez courant, c'est quelque chose qui fait peur. Mais un cordon autour du cou, c'est quelque chose d'assez courant finalement. Donc il ne faut pas paniquer, il faut tout simplement l'enlever quoi, quand elle sort. Et là, une troisième ou quatrième poussée, elle sort. Mon mari avait ses mains en panier sous ma vulve et là ça fait pouf parce qu'il y a toute l'eau aussi et on en rigole et il dit c'est vraiment my best catch. Et donc elle arrive et elle n'a pas de cordon finalement, donc voilà, c'est bonne surprise. Et donc je la prends sur moi et surprise, elle pleure tout de suite alors que mes deux autres enfants n'ont pas pleuré. Ils respiraient bien, ils observaient, mais ils n'ont pas pleuré. Et elle pleure. Donc bon, voilà, c'est parfait, c'est la vie. Elle pleure, je vois qu'elle a un petit peu de mucus dans le nez, donc naturellement, je mets ma bouche sur son nez, j'aspire
je recrache. Et donc on reste là quelques minutes en waouh. Et là, il était 5h moins le quart. Donc c'était à peu près 2h15 après que la poche des os soit libérée. C'était finalement 3 heures après que j'envoie le message à mes amis pour me dire « Les filles, je suis pas sûre que c'est à commencer. » Si, ça avait bien commencé, ma cocotte. Et oui, pour la petite anecdote aussi, 20 minutes avant que ma fille naisse, on se dit « Ah, faut peut-être qu'on appelle les voisins pour qu'ils aillent chercher les enfants à l'école. » Parce que peut-être qu'on aura plutôt envie de rester... On ne pensait pas qu'elle allait arriver aussi vite, mais on s'est dit comme ça, on a notre soirée, quoi. Et finalement, elle est arrivée pour le goûter, quoi. Donc nos voisins ont quand même récupéré nos enfants à l'école. Comme ça, on a eu quelques heures que nous. Et ensuite, ils sont arrivés le soir. Mon mari les a récupérés le soir. Donc, une fois qu'elle est sortie, Vlad m'a aidée pour monter les escaliers pour aller dans mon lit. Et comme ça, j'ai pu bien me poser. En plus, j'avais mis ma bâche, j'avais mis mon drap. Donc, j'avais juste à me poser dessus. C'était pas grave s'il y avait du sang, c'était pas grave s'il y avait du liquide ou quoi que ce soit parce que c'était protégé. Et là, on a attendu la sage-femme qui est arrivée, je sais plus, peut-être 2-3 heures après. Voilà, vérifier que tout allait bien. On n'a pas mesuré le bébé. On a vraiment fait le strict minimum. On n'avait pas envie de la déranger. Et voilà. Donc c'était dingue, c'était waouh, c'était magique. Et ça s'est fait tellement vite en fait que même si j'avais prévu d'aller à l'hôpital, en fait je pense qu'honnêtement ça se serait passé comme ça parce que c'était juste naturel, quoi. Alors peut-être que si j'avais prévu d'aller à l'hôpital, j'aurais eu le stress de prendre la voiture, j'aurais eu la douleur d'être assise, de pas être dans la position que je veux, peut-être. Là, c'est vrai que j'ai pu tout simplement prendre les positions que je voulais quand je voulais, j'ai pu être dans ma bulle quand je voulais. J'ai bu la moitié de mon cacao pendant la naissance et l'autre moitié après la naissance parce que j'ai pas eu le temps de le finir. Donc c'est drôle aussi. Et voilà. Et ensuite, après ça, on a fait ce qu'on appelle le bébé lotus. Donc ça, c'est aussi une pratique qui est controversée. Je pense que je vous ferai un autre épisode de podcast sur ça, si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était tellement naturel, tellement juste en fait pour nous que d'être que tous les deux. Vraiment, même si on avait une super sage-femme qu'on aurait pu engager pour la naissance à domicile, elle aurait rien fait de plus en fait. J'avais vraiment pas besoin d'elle, quoi. Comme on n'a pas eu besoin d'elle pour la conception, j'ai envie de dire, pareil pour la naissance. Donc voilà. Voilà mon histoire. Alors bien sûr, c'est mon histoire, c'est personnel, c'est intime. Moi, j'accompagne maintenant aussi des femmes enceintes, mais bien entendu, je respecte tous les choix, que ce soit un choix à l'hôpital, que ce soit un choix à la maison. En fait, je vais pas inciter les femmes de faire comme moi, en fait. Et je vais pas inciter les femmes à avoir des enfantements à domicile. Chacune est libre. Et ce qui est plus important, c'est de savoir où j'en suis moi, qu'est-ce que je veux moi, par rapport aux paramètres que j'ai aussi. D'accord ? Moi, j'avais un profil parfait, entre guillemets, pour faire une naissance à domicile et pour faire une naissance sans assistance. Parce que pour moi, c'était parfait. Mais ça l'est peut-être pas pour toutes. Donc, toujours garder cette cohérence, en fait.
Par contre, ce que je fais, c'est que je propose un accompagnement qui s'appelle accompagnement naissance extatique, où j'accompagne justement les femmes à cultiver cette confiance, cultiver la connexion avec la femme sauvage. Donc on fait plein d'exercices, c'est vraiment beaucoup de pratiques dans ce programme. Je vais vous mettre aussi le lien en dessous si ça vous intéresse. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On s'appelle 15 minutes pour en parler, pour voir quel est votre projet. Mais moi, c'est vraiment ma passion en fait que de pouvoir partager aux femmes comment est-ce qu'on peut vivre la naissance de manière la plus fluide. Parce que finalement, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de conditionnements qui font que ça nous bloque d'avoir des naissances satisfaisantes. Donc moi j'en fais vraiment, j'en ai fait mon œuvre si je puis dire, parce que j'ai trouvé énormément de choses. Je me suis préparée mentalement, psychologiquement, oui, mais aussi physiquement. C'est important aussi de voir au niveau de notre sexualité. Je vous ai parlé du col tout à l'heure, ça aussi on en parle parce que c'est pas anodin. Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.